Coucou, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous sur ma page des histoires de vie, des histoires flippantes parfois, des enquêtes policières. Je scrute un peu la toile, les réseaux et je vous ramène souvent des vidéos. Voilà, d'histoires à la une, dans le blog. Et j'espère franchement que vous allez aimer mes publications. Merci de me soutenir en vous abonnant, en likant, en partageant. Le dernier appel Stéphane travaillait comme opérateur d'urgence depuis 12 ans. Hormis certaines exceptions, la plupart des appels qu'il recevait étaient des accidents domestiques, des petits malaises ou des incidents mineurs, contrairement à ce que l'on voit dans les films américains. Mais il y avait aussi les nuits calmes, où il ne se passait presque rien. C'était une de ces nuits-là. Il était un peu après 2 heures du matin. Le central était plongé dans un silence presque oppressant, seulement troublé par le bourdonnement des ordinateurs et les grattements de son stylo sur un rapport. Stéphane aimait ces nuits où il pouvait siroter son café et travailler sans être dérangé. Mais cette tranquillité allait être brisée. Le téléphone sonna brusquement, faisant sursauter Stéphane, tellement il était concentré sur son rapport. Il décrocha. « 112, quelle est votre urgence ?» demanda Stéphane. Au bout du fil, une voix. Faible, tremblante, presque un murmure. « Je suis perdue. »« Ils arrivent. »« Madame, où êtes-vous exactement ? Pouvez-vous me donner une adresse ou un point de repère ?» Un silence, suivi d'un souffle tremblant. Puis la femme reprit avec une voix chargée d'émotion. « Je suis dans la forêt. Je crois qu'ils me suivent. » Stéphane se redressa immédiatement. Il connaissait ce ton. Ce n'était pas une plaisanterie. La peur était réelle. « Madame, où êtes-vous exactement ? Pouvez-vous me donner une adresse ou un point de repère ?» Un silence, suivi d'un souffle tremblant. Puis la femme reprit, avec une voix chargée d'émotion. « Je suis dans la forêt. Je crois qu'ils me suivent. » Partie 2. Un appel inexplicable. Stéphane lança immédiatement le protocole de géolocalisation pour identifier l'emplacement de l'appel. Et là, premier point troublant. L'écran resta vide. Aucune coordonnée. C'était comme si l'appel venait de nulle part. « Madame, écoutez-moi, restez calme. Est-ce que vous voyez une route ou des lumières autour de vous ?» La femme hésita avant de répondre, sa voix se brisant légèrement. « Non, juste des arbres, partout des arbres, et des ombres. » « Quelles ombres ? Vous êtes suivi par quelqu'un ? Combien de personnes voyez-vous ?» Un bruit sourd retentit au bout de la ligne, comme si le combiné avait heurté quelque chose. Puis, un cri étouffé. La communication se coupa. Stéphane resta figé, le combiné encore contre son oreille. Ce n'était pas inhabituel qu'un appel se coupe en zone isolée, mais quelque chose dans cette voix, dans ce cri. Il sentit un frisson le parcourir. Il tenta de rappeler, mais le numéro affiché était inexistant. Le mystère et l'étrangeté de son appel se renforcent. Et vous allez le voir, Stéphane n'est pas au bout de ses surprises. Partie 3. Une tension croissante. Pendant les 30 minutes qui suivirent, Stéphane ne parvint pas à se concentrer. L'appel tournait en boucle dans son esprit. Qui était cette femme ? Était-elle en danger ? Avait-elle été attaquée ? Puis le téléphone sonna à nouveau. Stéphane décrocha immédiatement. « 112, quelle est chez votre urgence ? » « Ils sont partis, » dit-elle, presque comme si elle parlait à elle-même. « Madame, vous allez bien ? Vous êtes en sécurité ? Où êtes-vous maintenant ?» Elle répondit d'un ton distant. « Madame, vous allez bien ? Vous êtes en sécurité ? Où êtes-vous maintenant ?» Elle répondit d'un ton distant. « C'est trop tard. Je comprends maintenant. Que voulez-vous dire par trop tard ?» insista Stéphane, sentant une boule se former dans son estomac. Un silence, puis un murmure à peine audible. « Je ne suis pas supposé être ici. » Et comme avant, la ligne se coupa. « Je ne suis pas supposé être ici. » Et comme avant, la ligne se coupa. Partie 4. Une piste inattendue. Stéphane resta un long moment immobile. L'appel avait une qualité trop bonne pour être réel, presque fantomatique. Mais il devait rester rationnel. Il vérifia les logs du central pour localiser l'origine des appels. Pourtant, une fois de plus, il ne trouva rien. Les 2 appels n'étaient sans pas enregistrés. Perturbé, il alla parler à Damien, son collègue en pause dans la salle de repos. « Tu crois au hasard ?» demanda Stéphane, d'une voix tremblante. Damien, un brin amusé, répondit « Pas en pleine nuit au central. Pourquoi ?»
Stéphane lui expliqua rapidement les appels qu'il venait de recevoir. Damien, d'abord sceptique, lui suggéra de vérifier les bases de données des incidents récents. Peut-être que cela pourrait expliquer quelque chose. Stéphane fouilla dans le système pendant plus de 2 heures en quête de réponse. Il tomba sur un signalement étrange datant d'il y a quelques années. Une adolescente du nom de Clara disparut dans une forêt voisine, la forêt du Boscodon. Le détail qui le fit frissonner, elle avait passé un appel aux urgences juste avant de disparaître. Cet appel n'avait jamais été tracé et son corps avait été retrouvé des semaines plus tard dans un état que le rapport qualifiait d'inexpliqué, sans plus de détails. Partie 5. Une découverte terrifiante. Stéphane était encore en train de lire ce rapport quand son téléphone personnel sonna. Pas la ligne d'urgence, mais son portable. Cela n'arrivait jamais en pleine nuit. Il répondit, la voix hésitante. « Allô ?» Ce qu'il entendit au bout de la ligne le paralysa. Merci de m'avoir écouté, Stéphane. C'est plus calme ici maintenant, ne vous en faites plus. La voix était la même. Impossible de se tromper. Comment connaissez-vous mon prénom ? Clara ? C'est vous ? Demanda-t-il la gorge sèche. Mais la ligne était déjà morte. Et quand il vérifia l'historique des appels, aucun numéro n'apparaissait. L'histoire aurait pu s'arrêter ici, et cela aurait été bien assez mystérieux pour un seul homme. Mais les jours suivants, Stéphane ne put se sortir cette voix de la tête. Il fouilla davantage dans les archives du Central, découvrant d'autres rapports d'appels similaires. Tous venaient de la même région. Tous impliquaient des voix calmes mais effrayées, mentionnant une présence ou des ombres. Ces similitudes ne faisaient que renforcer son angoisse, et je pense qu'on peut le comprendre. Un soir, il reçut un email. Aucun expéditeur. Stéphane ouvrit le fichier, tremblant. C'était un enregistrement de l'appel qu'il avait reçu cette nuit-là. Mais à l'arrière-plan, il y avait des murmures. Des voix indistinctes, répétant son nom, chuchotant des mots incompréhensibles. Puis un bruit sourd, suivi d'un long cri. Partie 6. La vérité impossible. Dérouté et à court d'explications logiques, Stéphane appela un ancien collègue, Marc, qui avait travaillé au Central avant lui et qui était devenu un bon ami. Marc écouta son récit sans le couper une seule fois. Puis il murmura « Ça recommence ?» Marc lui expliqua qu'il y avait eu d'autres opérateurs avant lui, qui avaient reçu des appels similaires. Tous avaient décrit les mêmes détails. Une femme, une forêt et des ombres. Chaque fois, les appels cessaient aussi brusquement qu'ils avaient à la commencer. Mais la région autour de la forêt avait toujours été liée à des disparitions mystérieuses, confirmant ce qu'il avait trouvé dans les archives. Marc ajouta, la voix tremblante, « Il ne cherche pas à être sauvé, Stéphane. Il cherche quelqu'un. » Selon Marc, ces histoires étaient des canulars très dangereux, qui avaient pour but d'attirer les gens qui recevaient cet appel dans la forêt. Pourquoi ? Il l'ignore, mais cela était très inquiétant. Marc hésita un long moment au téléphone, puis il lui dit « Écoute, je devrais te dire d'oublier tout ça. Mais t'es mon pote, et là je dois t'avouer qu'un détail me dérange un peu. Si j'en crois ce que tu me dis, l'appel que tu as reçu est trait pour trait le même que celui que j'ai à l'époque, en 2018 lorsque cette pauvre adolescente est décédée. Je t'envoie l'audio, Steph, mais après promets-moi de passer à autre chose s'il te plaît. Notre boulot n'est pas facile, et malgré nos efforts, certaines personnes ne peuvent être sauvées, tu le sais. » Et en effet, la voix de l'audio semblait être la même que celle de Clara, celle qu'il pensait avoir eue au téléphone. Stéphane est quelqu'un de très terre-à-terre et surtout de très empathique. C'est pour ça qu'il avait choisi ce métier. Et en 12 ans, rares sont les personnes qu'il n'avait pu aider. Pour lui, c'était comme un échec de n'avoir pu aider ni comprendre cette femme. Depuis cette nuit-là, Stéphane a quitté son poste, dès le lendemain. Il ne pouvait plus travailler au Central, hanté par ses voix, ses appels. Mais il ne peut s'empêcher de se demander, était-ce une femme réelle, une victime du passé ? Ou autre chose, une force plus sombre cherchant à tisser un lien avec lui ? Ou est-ce que Marc avait raison ? Comme Stéphane, nombre d'entre nous n'auraient pas cherché à en savoir plus. Comme Stéphane, nombre d'entre nous n'auraient pas cherché à en savoir plus. Mais pas lui. Stéphane va mener une enquête le menant à des révélations terrifiantes. Partie 7. Une obsession incontrôlable. Stéphane aurait pu suivre le conseil de Marc, oublier ses appels, les mettre sur le compte d'un canular ou d'un bug informatique. Mais ce n'était pas dans sa nature, et l'audio que lui avait envoyé son ami n'avait fait que renforcer sa curiosité.
Depuis qu'il avait quitté son poste au central, il passait ses journées et ses nuits à fouiller dans tout ce qu'il pouvait trouver sur les disparitions signalées autour de la forêt du Boscodon. En 1995, une randonneuse est retrouvée morte le lendemain de sa disparition. En 1995, une randonneuse est retrouvée morte le lendemain de sa disparition. Des cas similaires ont eu lieu en 2015 et 2016, et plus récemment, en 2018, un sans-abri d'origine allemande disparaît dans le cirque du Morgone. Son corps est retrouvé 3 jours plus tard. Une adolescente nommée Clara avait été portée disparue cette même année après avoir envoyé un message inquiétant à ses parents. Elle écrivait « LS sont là. Je n'arrive pas à sortir. Ce nom vous dit quelque chose ?» C'est que vous avez bien écouté la partie 1. Cette jeune femme avait appelé les urgences à l'époque, et c'est elle que Marc avait eue au téléphone selon lui. Enfin, en 2020, Laurence Clam, une habitante de la région, disparaît lors d'une promenade. Son corps est retrouvé en juillet 2021, mais les circonstances de sa mort restent floues, comme toutes les autres victimes. Enfin, en 2020, Laurence Clam, une habitante de la région, disparaît lors d'une promenade. Son corps est retrouvé en juillet 2021, mais les circonstances de sa mort restent floues, comme toutes les autres victimes. Partie 8, le voyage vers Boscodon. Stéphane prépare son voyage avec soin. Il emporte une lampe torche, un enregistreur audio et des cartes détaillées de la région. La route vers la forêt est sinueuse, bordée d'arbres imposants. À mesure qu'il s'approche, une sensation d'oppression l'envahit. En vérité, il commence légèrement à douter. Est-ce vraiment une bonne idée de s'aventurer dans cette forêt seul ? Mais sa curiosité est plus forte que ses doutes. Après tout, des milliers de randonneurs s'y aventurent chaque année. 5 ou 6 morts mystérieuses en 20 ans, ce n'est finalement pas étonnant. Non, c'est ainsi qu'il se rassura. Arrivé à l'abbaye de Boscodon, il est frappé par le silence des lieux. L'abbaye, fondée au XIIe siècle, est entourée d'une forêt dense. Si dense qu'une fois au pied des arbres, on parvient à peine à voir le ciel. Stéphane se gare, allume son enregistreur audio et commence son exploration, suivant les sentiers empruntés par les disparus selon les fameux articles de presse. Car oui, un détail étrange de plus que j'ai omis de vous préciser. Tous les corps ont été retrouvés au même endroit, à peu de choses près, dans un rayon de 1 km. Stéphane avait tracé avec un crayon rouge ce fameux rayon sur sa carte. Artie 9. Les ombres du passé. Au bout de plusieurs heures de marche, il arrive à un sentier qui semble ne pas avoir été emprunté depuis un bout de temps. Il est obstrué par un arbre tombé au sol. Sur ce dernier est gravé « Ne pas franchir ». Il hésite. Il se rappelle pourquoi il est ici, regarde sa carte. Il allume son enregistreur vocal. C'est bien ici. Il enjambe cet arbre mort. Au bout de quelques mètres, il regarde son téléphone. Ok, comme je m'en doutais, il n'y a aucun réseau ici, cela reste étrange que le réseau se coupe pile à cet endroit, mais Stéphane ne relève pas ce point. En parcourant le sentier, Stéphane découvre des objets abandonnés, une chaussure de randonnée usée, un foulard décoloré. Ces trouvailles renforcent son malaise et son cœur commence à battre plus rapidement. Il s'enfonce davantage dans la forêt, où la lumière peine toujours autant à percer le feuillage épais. D'ailleurs, en regardant vers le ciel, quelque chose le choqua. « Hein ? Il fait nuit ? C'est impossible, ça fait à peine 3 heures que je marche, il doit être midi à peine. 23h15 ? Mais quoi ? » Soudain, il entend un craquement derrière lui. Il se retourne mais ne voit rien. Le silence est pesant. Il reprend sa marche, une sensation d'être observé ne le quitte pas. Cette sensation, on l'a tous déjà eue au moins une fois. On sait combien elle est désagréable. Partie 10, la nuit tombe. Stéphane regarde si son enregistreur fonctionne toujours et décrit les lieux, les objets trouvés, ses impressions. Je dois avouer que c'est assez flippant tout ça. Vous verriez l'ambiance de la forêt. Il commence à faire étonnement froid pour un mois de mai. Alors qu'il parle, un murmure indistinct se fait entendre en arrière-plan. Il s'arrête, tend l'oreille, mais le murmure cesse. Il commence à perdre son sang-froid. Il reprend sa marche, mais les murmures reprennent, plus proches cette fois. Il appelle « J'espère que ça s'entend dans l'enregistrement ». Alors qu'il parle, un murmure indistinct se fait entendre en arrière-plan. Il s'arrête, tend l'oreille, mais le murmure cesse. Il commence à perdre son sang-froid. Il reprend sa marche, mais les murmures reprennent, plus proches cette fois. Il appelle « Il est ». Mais seul l'écho de sa voix lui répond. La peur commence à s'insinuer en lui. Stéphane réalise qu'il s'est éloigné du sentier principal.
Le GPS de son smartphone ne capte plus de signal. C'en est trop, il réalise que cela devient trop dangereux pour une enquête. Il tente de retrouver son chemin, mais plus il marche, moins il reconnaît les lieux. Les murmures deviennent des chuchotements distincts. Il entend son prénom, prononcé avec insistance. La panique le gagne, mais trébuche sur une racine et tombe lourdement. Partie 11, la découverte. En se relevant, Stéphane aperçoit une lueur au loin. Il s'en approche et découvre une cabane en ruine. Enfin, une trace de vie. Il s'y précipita. À l'intérieur, des graffitis recouvrent les murs, certains représentant des figures inquiétantes qu'il n'arrive pas à décrire. L'un d'eux attira particulièrement son attention. Un cercle entourant 3 figures stylisées. On dirait des ombres, informes. La bâtisse est quasi vide si ce n'est une table qui se dresse au beau milieu de la petite pièce. Sur cette table poussiéreuse, il trouve un carnet. Les pages sont remplies de notes incohérentes mentionnant des ombres, des voix, des disparitions. Stéphane décrit tout ce qu'il se passe et ce qu'il ressent à partir de ce moment-là. Il sent une présence derrière lui. Il regarde à la fenêtre et voit une silhouette informe dans la forêt, à peine éclairée par la faible lumière de la cabane. Elle disparaît. Si quelqu'un trouve ça, il hésita. Sachez que je voulais comprendre. Si quelqu'un trouve ça, il hésita. Sachez que je voulais comprendre. Ceci est son dernier message vocal. Comme s'il avait pris conscience de quelque chose à cet instant. Elle se retourne brusquement et aperçoit une silhouette sombre à l'entrée de la cabane. La peur le paralyse. On l'entend dans l'enregistrement à son souffle. À en croire l'audio, la silhouette avance lentement vers lui. Le dernier son entendu sur l'enregistreur est le bruit d'une vitre se brisant. Le corps de Stéphane fut retrouvé quelques jours plus tard, après une battue conséquente organisée par les autorités locales. Ce qui me permet de vous narrer son histoire aujourd'hui, c'est son témoignage post-mortem, qui laissera à travers son enregistreur audio, découvert par les autorités plus tard. Vous l'aurez compris, étant donné que Stéphane n'a plus rien d'écrit après son dernier message vocal, ce qui a suivi ne reste que des suppositions. Cette histoire est extrêmement troublante, mais je vais vous donner un dernier détail l'est d'autant plus. Aucune cabane comme celle décrite par Stéphane n'a jamais été découverte dans la forêt de Boscodon. Ce qui est d'autant plus étrange, c'est que contrairement aux autres disparitions, cette histoire semble avoir été étouffée dans les médias. J'ai dû mener une enquête pendant des jours pour réunir toutes les informations à son sujet. Je serais très curieux d'avoir votre avis sur cette histoire. Cela fait beaucoup d'éléments mystérieux pour une seule histoire. Si vous passez près de la forêt de Boscodon, souvenez-vous, certaines choses ne veulent déjà pas être découvertes.